Dans la construction, l'aménagement ou l'énergie, l'expertise juridique consiste bien souvent à mettre ceinture et bretelles. Elle doit parfois aussi enfiler une robe, celle des avocats. Mais ici, on vous propose en plus de chausser vos bottes de chantier pour découvrir la réalité des choix juridiques sur le terrain. Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au secteur de la construction, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui je suis bien accompagnée puisqu'on n'est pas moins de 5 dans le studio. Donc il y a tout d'abord Anan Chaoui et Lucie Pernet, avocate associée. Et vous êtes venus avec 2 représentants de la foncière immobilière Covivio. Benoît Fragut, vous êtes directeur du développement, et Patrick Larchevêque, vous êtes directeur juridique immobilier. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de transformation des bureaux en logements. C'est une idée qui est simple sur le principe pour répondre aux évolutions et aux besoins de la société. Mais la concrétisation s'avère être une toute autre paire de manches. Alors, vous allez nous dire notamment si les lois récentes vont permettre ou non des avancées décisives. Messieurs, pour planter le décor, je vais vous demander de nous dire quelques mots de votre activité en matière de transformation des bureaux en logements et plus largement nous donner une idée du potentiel de ce marché. Depuis à peu près une dizaine d'années, on a une activité de transformation de bureaux-logements avec 1000 logements et on a aujourd'hui dans le pipe à peu près autant de logements, 1000 logements sur 4 opérations. Le marché, il y a un consensus qui est en train de se faire. On le voit dans les études des brokers, je citerai JLL ou Cushman, qui disent que les 6 millions mètres carrés plus de bureaux vacants en Île-de-France peuvent générer plutôt 1,2 million 100 000 mètres carrés de logements, sachant qu'effectivement, tous les immeubles ne se prêtent pas à de la transformation pour des raisons architecturales, pour des raisons de localisation ou pour des raisons juridiques. Quand on est multipropriétaire, c'est plus difficile. Et là, si on prend aussi les chiffres qui viennent de paraître sur la production, ces 10 dernières années, on dit qu'il y a à peu près 15 000 logements qui ont été créés sur 550 000 mètres carrés de bureaux transformés et qu'aujourd'hui, il y aurait 450 000 mètres carrés à transformer pour produire 12 000 logements. Voilà, donc on représente à peu près 10% du marché. Alors, le phénomène n'est pas encore massif, on y travaille. Quels freins vous avez pu identifier au terme de 10 années d'expérience ? Alors, je dirais il y a 3 types de freins. Le premier, les politiques. Il faut réussir à convaincre les élus que la transformation est une chose souhaitable. La deuxième, c'est un frein juridique. C'est une fois qu'on a convaincu un maire et qu'on a un permis, il faut arriver à convaincre les riverains que c'est une opération qui est souhaitable aussi pour eux. Et donc, il faut arriver à avoir des permis définitifs. Et c'est parfois un parcours du combattant pour arriver à gérer des contentieux, des recours. Donc ça, c'est vraiment le deuxième frein. Et le troisième, il est économique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une opération de logement, c'est une opération en risque. Il faut faire de la pré-commercialisation pour pouvoir la vendre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des acquéreurs en amont. C'est difficile aujourd'hui de produire des opérations où finalement les attentes de clients et les attentes des producteurs, elles se rejoignent. Vous avez évoqué, Benoît, des freins juridiques. Alors justement, des lois ont été adoptées l'an dernier pour tenter de lever certains de ces freins. Je pense à la loi d'Aubier du 16 juin 2025 qui vise à faciliter justement la transformation des bureaux en logements, et à la loi UVART du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Lucie, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les principaux outils qui ressortent de ces lois ? Oui, bien sûr. Alors, sans être exhaustive, ce qui ressort principalement de ces 2 textes, ce sont 2 grands axes assez concrets. Le premier axe, c'est de tenter de faciliter la délivrance des autorisations d'urbanisme, notamment en vue de la transformation des bâtiments tertiaires en logements. D'abord, avec la multiplication des cas de dérogation aux dispositions du document d'urbanisme, du PLU, en faveur du logement. La loi d'Aubier a notamment créé une dérogation aux règles de destination pour autoriser un changement de destination, une surélévation ou une extension d'un immeuble vers de l'habitation dans une zone dans laquelle l'habitation était interdite. La loi UVART, elle, va considérablement élargir le champ d'application de dérogations déjà existantes, mais qui étaient pour le moment ouvertes seulement aux communes dites en zone tendue et qui sont désormais du coup ouvertes à toutes les communes du territoire. Elle va aussi créer des nouveaux cas de dérogation, notamment en faveur du logement étudiant. C'est un gain de temps en fait considérable parce qu'on n'a pas besoin de mettre en œuvre une procédure d'évolution du PLU avant de déposer un permis de construire. Deuxième outil, la création du permis de construire à destination successive, dont on parlera tout à l'heure. Et puis le troisième outil de ce premier axe, qui est la meilleure prise en compte de la vie des projets et de la vie des immeubles dans le cadre de l'instruction des autorisations. On va sécuriser la délivrance des permis dits modificatifs en cristallisant pendant 3 ans
les règles applicables à la date du permis initial. En clair, un PCM ne pourra plus être refusé au motif que de nouvelles dispositions moins favorables seraient entrées en vigueur. Elle permet aussi la surélévation ou la transformation limitée d'un immeuble qui ne serait plus conforme aux règles d'urbanisme, en permettant du coup cette surélévation et cette extension limitée. Le second axe, c'est l'accélération des contentieux d'urbanisme. D'abord, avec la loi UVART, le délai de recours gracieux est ramené de 2 mois à 1 mois, mais surtout, et c'est le vrai changement, ce recours gracieux ne proroge plus le délai de recours contentieux. Concrètement, là où un tiers voisin pouvait attendre jusqu'à 6 mois avant de saisir le tribunal administratif, 2 mois pour le recours, 2 mois pour la réponse de l'administration, 2 mois pour saisir le tribunal, il n'a désormais plus que 2 mois maximum pour saisir le tribunal administratif. Une autre évolution importante sur les refus d'autorisation cette fois-ci, on instaure une présomption d'urgence en matière de référé-suspension pour suspendre ce refus. Et surtout, les motifs de refus sont désormais cristallisés 2 mois après l'enregistrement du recours. C'est-à-dire qu'une collectivité qui est contre un projet ne pourra pas, au fur et à mesure de la procédure, rajouter des motifs de refus et devra abattre toutes ces cartes très très rapidement après l'enregistrement du recours. Je me tourne vers vous, Patrick. Parmi toutes ces nouveautés en tant qu'opérationnel de terrain, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant et le plus efficace? Pour répondre à votre question, le souci de l'investisseur-développeur que nous sommes, puisque encore une fois, nous avons vocation à restructurer du patrimoine existant dont nous sommes propriétaires, nous ne nous positionnons pas chez Covivio en tant que promoteur, en tant que tel, c'est le temps. Le propriétaire d'un bien à redévelopper est dans l'urgence. Il est dans l'urgence économique. Dans ces conditions, tout ce qui permet le raccourcissement des délais administratifs est un apport précieux. Évidemment, le permis à destination multiple, la relative souplesse pour évincer les règles du PLUI pour transformer l'existant en logement en est un autre. Si on devait insister sur une mesure, on va dire, phare et importante de l'apport de la loi UVART, c'est le raccourcissement des délais pour introduire un recours contentieux dont vient de parler Lucie, avec finalement une disparition peut-être de fait du recours gracieux. Mais encore une fois, ce n'est pas le sens de ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un équilibre qui s'effectue entre les intérêts du constructeur et bien sûr les tiers qui sont à proximité de l'opération de construction et de restructuration. Patrick, est-ce que vous avez un exemple récent pour illustrer vos propos? Nous travaillons actuellement sur un dossier de transformation de locaux pour créer des logements. À titre d'exemple, nous avons 28 recours gracieux pour un recours contentieux pour l'instant. Nous attendons de voir comment ces recours gracieux vont évoluer, s'ils vont être transformés en recours contentieux. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le recours gracieux est le premier, le plus simple des outils qui peuvent être utilisés à plus ou moins bon escient par un tiers qui se sentirait lésé par le projet de construction. En tout état de cause, 28 recours gracieux, ça peut créer le découragement du développeur que nous sommes à aller dans le sens de la création de logements. Bien entendu, avant de subir une telle situation, nos équipes de développement organisent des réunions de concertation, rendent visite aux personnes du voisinage pour tenter de désamorcer des difficultés à naître. Nous n'avons jamais été tant dans la concertation, mais jamais autant également dans le contentieux. Ça reste compliqué. À Paris et en proche banlieue. Alors, je voudrais qu'on zoome sur un autre outil qui a été cité, c'est le permis à destination multiple. Il a été présenté par les pouvoirs publics comme un outil très innovant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Lucie? Oui, déjà, moi, je l'appelle le permis à destination successive et pas à destination multiple. Ce permis, déjà, il n'est applicable que dans certains secteurs des PLU qui auront été délimités via une évolution de ce document d'urbanisme. Donc déjà, ce n'est pas généralisé, c'est à la main de la commune, de l'autorité compétente pour élaborer le PLU ou le PLUI, qui devra dire où sur son territoire elle souhaite que ce permis puisse être mis en œuvre. Ensuite, il y a en réalité 2 types de permis à destination successive. Le premier type, il s'adresse aux opérateurs qui n'ont pas un projet suffisamment précis au moment du dépôt de la première autorisation d'urbanisme, s'agissant des états futurs. On autorise l'état initial, classiquement avec un dossier complet de permis, et on mentionne des futures destinations éventuelles. Ce permis, il n'a pour effet que de cristalliser pendant 20 ans les règles de destination autorisées. En pratique, au moment de l'état futur, on sollicitera une nouvelle autorisation et en revanche, on ne pourra pas se la voir refuser au motif que les règles de destination auront évolué. Le deuxième type de permis à destination successive, c'est lorsque l'opérateur connaît précisément
les états futurs du projet. Là, le permis autorise non seulement l'état initial, mais aussi par anticipation tous les états futurs. Autrement dit, vous allez avoir autant de dossiers de permis que d'états futurs souhaités pendant 20 ans. Et on pourra switcher d'un état initial à un état futur sans avoir besoin de redéposer une autorisation d'urbanisme avec tout ce que ça comporte, sauf si on souhaite modifier le projet par la suite comme d'habitude. Dans tous les cas, le maire est informé de tous les changements d'état ou de destination, soit via la demande d'autorisation, soit au moins 3 mois avant le changement effectif. Donc, effectivement, ça permet de faciliter les opérations, mais on n'est pas encore dans une agilité totale. Et surtout, on attend avec impatience le décret d'application qui n'est toujours pas sorti, qui viendra probablement clarifier tout ça, et puis surtout rendre applicable cette disposition qui aujourd'hui n'est encore que théorique. Benoît, est-ce que vous attendez aussi avec impatience ce décret? Est-ce que c'est un outil prometteur pour vous? Je pense qu'il y a 2 choses effectivement qui ont été évoquées, hein. Déjà, première chose, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur des volumes capables. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, quand on travaille avec un archi, on essaye de travailler sur des volumes capables parce qu'effectivement, on ne sait pas qui est l'utilisateur à la fin. Donc, on va essayer de faire en sorte que notre immeuble il soit capable d'accueillir aussi bien une activité plutôt qu'une autre, un usage plutôt qu'un autre. Donc là, effectivement, on voit que la pratique, elle commence, et le juridique commence à se rejoindre. Par contre, là où il y a vraiment un intérêt, c'est que ça peut donner de la visibilité à un investisseur, notamment sur des opérations qui seraient réalisées pour des grandes entreprises qui voudraient s'implanter à un endroit qui n'aurait pas forcément une vocation à rester tertiaire in fine. Nous, on a été confrontés au travers de notre patrimoine à des usages qui ont changé avec des grands industriels qui étaient, ou des grandes entreprises qui étaient installées à certains endroits et ce n'était pas dans des zones tertiaires. Donc, on a le droit de s'installer dans des zones qui ne sont pas tertiaires et avoir en visibilité que demain, on pourra switcher et revenir en habitation au bout de 20 ans quand l'utilisateur aura quitté les lieux. Là, ça a un vrai intérêt parce que ça donne de la perspective à un investisseur et ça lui permet de se dire qu'il aura finalement une sortie dans 20 ans automatique. Ok, très bien. On a beaucoup parlé des outils juridiques. J'aimerais maintenant qu'on aborde les outils fiscaux avec vous, Anan. Effectivement, la fiscalité a une incidence sur les opérations de transformation de bureaux en logements. À titre d'exemple, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due même pendant les travaux. C'est la raison pour laquelle certains propriétaires préfèrent opter pour une opération de démolition-reconstruction, puisque l'immeuble ne sera alors redevable que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont le montant est moins élevé. Concernant plus précisément la transformation des bureaux en logements, la loi de finances pour 2025 a prévu 2 mesures spécifiques. L'exonération de la taxe bureau pour les locaux vacants au premier jour de l'année d'imposition, dès lors que le propriétaire s'est engagé à les transformer en locaux à usage d'habitation. Il faudra pour cela justifier d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe. En contrepartie, le redevable doit s'engager à transformer les locaux en locaux à usage d'habitation dans un délai maximum de 4 ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. La loi de finances a également prévu la possibilité pour les collectivités locales d'assujettir à la taxe d'aménagement les opérations ayant pour but de transformer les immeubles en locaux à usage d'habitation. Cet assujettissement est de nature à entraîner un coût supplémentaire pour les propriétaires, mais cette taxe permet également d'aider et d'accompagner les collectivités pour financer les équipements complémentaires de type école ou crèche qui sont nécessaires à la suite de la construction des logements. Alors, le mot de la fin pour ces messieurs de Covivio, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que de telles opérations de transformation sont rentables? Alors, ça dépend vraiment de quel côté on se place, parce que si on est promoteur, en fait, on achète le terrain ou l'immeuble à la valeur d'usage futur. Donc, quelque part, si l'opération n'est pas rentable, on ne la fait pas. Par contre, si on se place à la fois du côté du propriétaire de l'immeuble qui, lui, a perdu de la valeur, parce que la valeur d'un immeuble de bureau aujourd'hui, ce n'est pas la valeur d'un foncier logement, très clairement, il y a une vraie perte de valeur. Oui, on ne gagne pas d'argent. Et puis, si on se place du point de vue, on va dire, sociétal, transformer des immeubles qui ont été parfois livrés il y a finalement assez peu d'années, c'est quand même un coût carbone, c'est quand même un coût sociétal qui est extrêmement important. Et donc, peut-être qu'à l'avenir, le permis à destination multiple permettra justement de switcher plus facilement et d'éviter d'avoir des dépenses inconsidérées sur des immeubles avec des usages successifs sur des périodes courtes.
On va vraiment attendre avec impatience ce décret sur le permis à destination successive. Merci à tous les 4 pour vos éclairages complémentaires et pour les perspectives ouvertes. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.